Je me souviens de la ligne de départ, j'étais très sereine. En fait, alors que c'était un enjeu très important pour moi. Et j'étais sereine à ce moment-là parce que j'avais passé un contrat avec moi-même. Et ce contrat-là, du coup, me rassurait beaucoup. C'est que je m'étais promis que j'abandonnerais pas, quitte à subir les pires souffrances et quasi, mais ça, je l'ai verbalisé que auprès de Leslie, quasi à ne pas revenir. C'est-à-dire que pour moi, c'est difficile à expliquer, hein, mais c'est surtout que je suis coureur de peloton. Je veux dire, je ne suis pas professionnelle, je suis coureur amateur, donc ça peut paraître totalement démesuré, mais c'était si important pour moi que j'étais prête à ne pas revenir, on va le dire comme ça. Pas redescendre de la montagne tant que j'aurais pas fini cette course. J'étais prête à tout. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je suis ravi de recevoir dans cet épisode Emmanuelle Rota, une coureuse amatrice passionnée et passionnante. Emma a la course à pied vissée au cœur depuis près de 20 ans. Personnalité sans concession, Emma s'échappe sur les sentiers dès que son agenda le permet, loin du bruit et de la fureur de son quotidien parisien. En 2019, à la sortie de son OCC, Emma se projette sur la CCC, une course de 100 km dans le cadre de l'UTMB. Cette course sera le bout de son monde, comme elle le dit elle-même. Elle le sera d'autant plus qu'elle devra finalement patienter 3 ans avant de pouvoir en prendre le départ. Particulièrement marquée par un abandon quelques mois auparavant sur le Lavaredo, Emma va se lancer sur sa CCC en 2022 avec une certitude presque effrayante. Elle ne reviendra pas de la montagne si elle ne finit pas cette course. La vision radicale, pleine et entière de sa CCC, elle l'emprunte à la chèvre de Monsieur Seguin, héroïne de la nouvelle d'Alphonse Daudet, et à ses mots « Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ». Mais je ne vous en dis pas plus. Emma va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Tenir jusqu'à l'aube. Une fois n'est pas coutume, bonsoir Emma. Bonsoir Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. On enregistre cet épisode le 30 octobre, mais en journée ressentie, on est malheureusement plutôt le 17 juin. C'est un peu triste, malheureusement. 24 juillet même, je dirais. C'est la dépression. Emma, demain c'est le 31 octobre, donc c'est Halloween. Est-ce que tu as prévu ton déguisement ? Ce sera plutôt citrouille, fantôme, ghoul ou zombie comme tout bon ultra-trailer en fin de course ? Une course avec des zombies, ça pourrait être pas mal ça. C'est vrai, pour faire un peu de fractionné, c'est une bonne idée. C'est motivant. Ouais. Emma, avant qu'on parle plus particulièrement de ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs, pardon ? Alors, je m'appelle Emma Rota. Enfin, normalement, c'est Emmanuelle, mais tout le monde a la flemme. Je vis à Paris. J'y suis pas souvent. Grâce à mon travail, je voyage pas mal. Et grâce à la montagne aussi, où je vais souvent. Je suis journaliste réalisatrice sur M6 pour l'émission 66 minutes. Et je suis maman aussi de 2 petits garçons que j'ai en garde partagée 1 semaine sur 2. Emma, on va parler de sport évidemment. Quelle place il tenait dans tes jeunes années ? Est-ce qu'il était très présent ? Alors, je dirais pas ça. En fait, moi, je viens d'une famille de montagnards, plus que de sportifs. Parce que j'ai grandi au pied des Vosges, en Alsace. Et mon père est italien, donc il nous emmenait souvent aussi dans la maison familiale au pied des Dolomites. Et donc, j'ai fait pas mal de montagnes quand j'étais enfant et adolescente. Et mon père nous emmenait en randonnée l'été. Et en ski de fond, tu traînais les pieds l'hiver. ou tu prenais plaisir déjà ? Est-ce qu'au début, c'était une contrainte Non, ou déjà un c'était une plaisir contrainte. très jeune ? Une contrainte, je pense comme tout adolescent ou jeune enfant, en fait, l'endurance, c'est pas quelque chose d'inné. Et l'effort aussi, c'était compliqué au début, mais ça m'est resté, ça a infusé en fait pendant toutes ces années. Et c'est ressorti bien plus tard. Et du coup, les randonnées dans les Vosges, dans les Dolomites, j'y ai fait mes premières Via Ferrata. Et c'est là-bas où j'ai grimpé aussi pour la première fois en falaise avec mon père. Et l'hiver, en Alsace, quand j'étais au collège, le sport, c'était, on prenait le bus le lundi, on allait faire du ski de fond dans les Vosges.
Donc c'était montagne. Et j'ai grandi avec ça. Il n'y avait pas de course à pied en fait dans ma famille, ni même dans ma tête en fait. Je me souviens de l'athlétisme au collège. C'était rébarbatif, c'était ennuyeux. C'est pas quelque chose qui me plaisait. Est-ce que la montagne, elle était déjà source enfin en tout cas synonyme un peu de liberté? Est-ce que ça véhiculait déjà ça, ou au moins d'un espace dans lequel tu prenais malgré tout plaisir à évoluer et tu avais une capacité à t'émerveiller? Oui, complètement. En fait, ce dont je me souviens beaucoup en montagne, c'était la contemplation. On restait des heures avec mes parents après le pique-nique du midi à regarder les paysages. Et aussi l'évasion, l'impression de pouvoir partir, en fait, de pouvoir fuguer à tout moment et de m'en aller, ouais. Tes parents, les deux étaient passionnés de montagne? Mon père surtout. Et lui. il continue à l'être aujourd'hui. Et il a fait beaucoup de courses dans les Dolomites depuis. Et on a des projets pour l'été prochain ensemble, ouais. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. La course à pied, donc, elle est arrivée tardivement dans ta vie, un peu avant la trentaine. Comment elle est venue à toi? Et puis, est-ce que ta relation passionnelle à la course à pied s'est développée très vite? Ou est-ce que ça a été une construction progressive? C'est venu très rapidement, comme tout ce que je fais, je pense, dans la vie, c'est tout ou rien. Et, all in. Voilà, all in. En fait, à 29 ans, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Je travaillais beaucoup. Je sortais beaucoup et à un moment donné, j'ai eu envie d'arrêter de fumer. Je me suis dit, j'arrête totalement. Et j'avais déjà conscience qu'il fallait que je remplace en fait cette addiction par une autre, sinon ça ne marcherait pas correctement. Et j'avais vraiment plus du tout envie de... Tu pensais à la drogue, tu t'es dit non, mauvaise idée, on va chercher autre chose comme addiction. On va chercher une drogue plus socialement acceptable. Et je me suis dit, la course à pied, ça paraît pas mal en fait. Et j'avais vu juste, je pense qu'il m'a fallu à peine une semaine pour vraiment tomber complètement dedans, ouais. C'est donc, personne n'est venu ou t'a proposé l'opportunité, elle vient pas de quelqu'un d'autre, c'est vraiment toi qui a un peu créé ce désir et cette envie de découvrir la course complètement. J'ai fait un choix assez brutal et plein. Donc en une semaine, tu avais acheté l'intégralité de ta tenue et tu étais déjà inscrite à ton premier marathon 6 semaines plus tard, c'est ça? Non, alors quand même pas, parce que je venais de loin quand même, Guillaume. Hein, j'avais pas couru, enfin, à part quelques footings dans mon existence, beaucoup de montagnes. Donc heureusement, j'avais quand même ce terrain-là, on va dire, depuis l'enfance d'endurance, ce qui m'a facilité les choses après. Mais non, j'ai fait les choses dans l'ordre pour une fois et j'ai été patiente, ce qui est très rare. En fait, il n'y a aucun terrain dans la vie où je suis patiente, sauf en course à pied. Je ne me l'explique pas, mais au moins ça m'a appris ça. Et du coup, non, alors j'ai fait les choses très scolairement. Je me suis inscrite à un club d'athlétisme. J'ai eu un entraîneur génial qui m'a dit, avant de penser au marathon, tu vas faire les séances comme tout le monde. Donc tu vas commencer par le b.a.-ba, à faire des éducatifs, à apprendre ce que c'est l'athlétisme. C'est lui qui m'a appris à me nourrir correctement. J'ai arrêté le lait de vache, les choses qui pensaient en fait toxiques avant un entraînement. Et je suis montée petit à petit en distance, mais vraiment très très lentement, ouais. Ensuite, tu as découvert le cross, ça a été ça l'étape d'après? Ouais, le cross, ça m'a rappelé vraiment mon enfance en fait, en montagne, les endroits boueux où on courait en descendant, parce que quand il pleuvait, on allait quand même en montagne avec ma famille. Et ça m'a vraiment plu. Pour moi, c'était encore plus la liberté qu'il y ait des éléments contre nous et qu'on sente vraiment la nature se déchaîner, ouais. T'avais droit au pique-nique aussi dans les crosses? Pas comme dans les randos. J'avais mon entraîneur qui me hurlait dessus avec tout le club et c'était sauvage. C'était vraiment des instants de sauvagerie absolument génial. J'ai adoré. La compétition, elle a eu quelle saveur pour toi, en tout cas les toutes premières que tu as pu faire? Est-ce que ça a été un moteur assez puissant ou ça a été un simple complément un peu annexe à ta pratique existante alors? Alors j'aime beaucoup en fait la compétition. C'est quelque chose que j'aime, pas pour les gens qui courent avec moi, mais pour moi-même en fait, pour me donner des objectifs et pour essayer de voir si j'y arrive. Donc j'ai adoré poser un premier dossard et faire un premier marathon. C'était une énorme découverte, le premier marathon. Je me suis dit que plus rien ne serait jamais comme avant. Ouais. C'était un grand pas de fait. C'était déjà pour toi très symbolique, le marathon, avant même de le réussir et de l'accomplir, c'était pour toi une marche importante?
très symbolique. Très. Je savais que ça allait être une aventure au bout de moi-même. La première fois que tu fais un 42 km, tu sais que tu vas au-devant des ennuis, en fait. Tu sais, on t'a parlé un peu du mur. On va parler de chèvre, là, tu te jettes un peu dans la gueule du loup, en l'occurrence, avec le marathon. Voilà, tu sais que tu vas connaître la souffrance et t'as hâte, en fait. J'avais vraiment hâte de me faire démonter au 30e kilomètre et de voir si j'allais pas démater, si j'allais continuer jusqu'au 42e. Et effectivement, je suis bien fait démonter la tête, mais voilà, j'étais hargneuse et comme beaucoup de marathoniens, une fois que tu as connu en fait ce dépassement et le mur, tu as envie de retrouver ça, ouais. C'était où et combien de temps après tes premiers pas sur la piste ? Marathon de Paris, le plus simple, parce que je vivais à Paris. Et je pense que c'était au bout de 2 ans. Quel regard tu portais à l'époque sur le trail ? Est-ce que tu étais complètement passé à côté ? Est-ce que tu pensais que c'était pas forcément adapté pour toi ? Est-ce que tu n'y voyais pas un intérêt particulier ? Alors, je n'avais aucune idée de ce que c'était le trail. Quand j'ai fait mon premier marathon et que j'ai fait du bitume, j'ai fait beaucoup de béton et de semis, de marathon, avant de prendre conscience qu'il y avait des courses en montagne ou en nature qui existaient. En fait, ma rencontre avec le trail était complètement un pur hasard, grâce à mon travail d'ailleurs, et c'est fait très tardivement en 2018. Jusque-là, en fait, je n'ai fait que des marathons, j'en ai fait 5, et je n'ai couru que sur le béton. Pendant 14 ans, donc c'est ça. C'est ça, ouais. Et j'adorais ça. J'aime toujours ça, d'ailleurs, me lever à 5h30, aller sur les quais de Seine, faire le tour jusqu'à la Tour Eiffel, voir le soleil se lever, ou pas, quand il fait moche, mais t'as pas choisi toujours, entre route et sentier, en tout cas ? Les non. deux sont... Ce que j'aime, c'est courir. Il y a, tu l'as dit, en tout cas tu l'as dit entre les lignes, mais il y a une rencontre avec le trail qui s'est faite dans des conditions très privilégiées, qui n'étaient absolument pas prévues au programme. C'était lors d'un voyage au Mexique pour aller couvrir une course pour le travail. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte cette rencontre s'est opérée et puis ce que tu as ressenti à ce moment-là ? C'est Jean-François Tantin qui est un organisateur de courses très spécial qui m'a joint pour me demander si je voulais venir faire un documentaire sur la course qu'il allait organiser, qui est un ultra trail qui se passe dans les canyons du Mexique avec les Raramuri, qui sont une peuplade extraordinaire racontée dans le livre Born to Run, que normalement tout trailer connaît, la Bible. Au moins, voilà, c'est ça, une Bible. C'est donc des Indiens Apaches qui courent en huarache, sont des sandales en fait en cuir. C'est pas une marque de chaussures, hein, les huaraches. Non, les huaraches, c'est la façon dont ils nomment leurs sandales. Et donc c'est des sortes de Kenyans du Mexique, c'est-à-dire qui naissent en fait avec la course à pied comme loisir et comme façon d'être en altitude. Et Jean-François, en fait, organisait un ultra où il faisait venir des Français qui allaient courir avec les Raramuri à 170 bornes dans les canyons surchauffés de cet endroit-là. Et il me demandait si je voulais faire un doc dessus. J'ai dit oui. J'ai réussi à convaincre mon chef, je ne sais pas encore comment. J'ai fait le siège devant son bureau pendant des semaines. Et en fait, il m'a dit oui par lassitude, il n'en pouvait plus de moi. Et c'est là que l'aventure a commencé. J'ai embarqué une amie caméraman qui s'appelle Fabienne, qui ne savait pas du où elle mettait les pieds, et moi non plus. Parce qu'en fait, on est arrivés toutes les deux avec nos baskets de marathon sur les sentiers du Mexique. T'avais pas pris tes sandales, Raramuri, non ? J'aurais dû. C'était mieux. Et quand Jean-François a vu mes chaussures, il m'a dit « Mais Emma, tu vas pas courir avec ça ?» Parce que oui, pour les suivre, en fait, les concurrents, on les suivait en GoPro, en drone, en petite caméra légère. Donc, j'avais fait le choix de courir des portions avec eux, évidemment, pour vraiment être au plus près, en fait, des Français dont je faisais le portrait. Il m'a dit, mais jamais tu descends en fait les sentiers du Mexique, tu vas voir la gueule des sentiers, impossible d'y aller avec ces baskets-là. Et c'est là où j'ai appris que des baskets de trail existaient et qu'elles étaient différentes des baskets de bitume. Et donc il y avait une femme qui courait, qui s'appelle Catherine, qui m'a prêté en fait des baskets qu'elle avait en double et j'ai enfilé mes premières baskets de trail mai 2018.
On l'a pas dit, mais l'enjeu aussi autour de cette course-là, c'est de savoir si il est possible de vaincre ce peuple Raramuri qui a la réputation d'être invincible et intouchable, c'est ça, hein, dans ces canyons, l'espèce de tension autour de cette course, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, cette édition-là, c'est un Raramuri qui a gagné très très loin devant tout le monde. Je crois que la dernière édition, c'est Julien Chaurier qui a gagné. Pour J'étais très surprise. Je me suis dit qu'il était très fort. Ouais. Quelle différence tu as trouvé avec la course? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Déjà, j'y suis allée totalement pas préparée. On a fait des grosses bêtises avec ma caméraman puisqu'on est parti avec pas assez d'eau. On avait à peine de quoi la filtrer. On n'avait pas le bon accoutrement. On a failli mourir de chaud 15 000 fois. Et donc, je me suis dit, c'est sympa quand même, le trail. C'est sympa, il fait 40 degrés. Il y a sous nos pieds des énormes araignées qui filent. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Et je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, c'est plus sympa aussi parce qu'il y a quand même des paysages. Alors que là, autour des quais de Seine, on voit toujours un peu la même chose. Et je me suis inscrite du coup à mon premier trail 1 mois plus tard, en Normandie. Autre décor, autre ambiance. Autre décor, un 25 km. Et c'était parti. À quel point, si on prend un peu de hauteur et de recul pour positionner la course à pied dans ta vie et mesurer à quel point elle est structurante, c'est une passion qui est dévorante aujourd'hui, on peut le dire, qui t'a pas dévoré, mais elle passe avant beaucoup de choses, pour ne pas dire à peu près tout, sauf tes enfants. Sauf mes enfants quand même. Oui, dévorante. Après, ce terme-là, j'aime pas trop. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, le positif est du côté de l'équilibre et de la mesure. C'est bien de dire qu'on fait les choses de façon équilibrée, prudente. À consommer avec modération, le fameux. C'est ça. Et dans ma vie, j'ai compris un peu tard, mais je me suis remémoré mon enfance et je me suis dit qu'en fait, je le savais dès que j'étais gamine, que je pouvais pas fonctionner dans la mesure, que ça me rendait pas heureuse en fait d'être prudente, de portionner comme ça en fait les choses de ma vie, d'avoir une place pour chaque chose. Et j'ai décidé en fait à un moment donné de ma vie, après ça a un coût aussi de décider ça, de me rapprocher en fait de ce qui me rendait le plus heureuse, c'est-à-dire d'être déraisonnable totalement et de faire les choses avec passion. Et la course à pied, c'est ce qui me rend le plus heureuse aujourd'hui dans la vie, c'est-à-dire que être en mouvement en fait, c'est ce qui me rapproche le plus de ce que je suis. Quand je cours, je suis à l'os de moi-même, c'est mon expression la plus pure de moi. Et mon corps, mon cerveau le sent quand je cours, en fait. Je pense que c'est là où je me réalise pleinement. Et le jour où j'ai compris ça, tout s'est apaisé. C'est-à-dire que j'ai trouvé les moyens d'être heureuse tout le temps. Tu laisses beaucoup de place aussi à la spontanéité. C'est le corollaire à ça aussi, c'est de décider sur un coup de tête et de s'autoriser les choses sans chercher à mesurer les éventuelles conséquences ou autres, mais juste se dire que c'est ça dont on a envie à ce moment-là. Exactement. Je suis très impulsive et je réfléchis après. Est-ce que parfois il t'arrive de te dire que c'est trop, ou est-ce que les autres et l'entourage se chargent suffisamment de te le rappeler? Parce que c'est des choses qu'on connaît quand on vit tous un peu de cette passion, chacun à des degrés différents, mais c'est vrai qu'on a parfois un peu d'incompréhension autour de nous. Est-ce que c'est ton cas, ou est-ce que toi-même, parfois tu te dis, ok, peut-être que là j'ai poussé, ou là c'était la fois de trop? Alors moi j'ai du mal aujourd'hui à me dire ça, parce que depuis que j'ai pris la décision de vivre comme ça, en fait, je suis en paix avec ça. Après, j'ai eu des grandes discussions avec mon entourage et il y a eu des choix aussi. J'ai perdu des choses aussi en faisant ce choix-là. On va en parler après sur la course, mais la liberté a un coût et être soi a un coût aussi. Il faut accepter d'en payer le prix. Voilà. Après, tu payes le prix aussi à ne pas être soi et à rester dans la mesure de toute chose. Il faut juste choisir en fait à quoi tu renonces. Est-ce que tu trouves ta place dans un environnement comme peut l'être celui de Paris? Est-ce que ça fait partie aussi de ton équilibre? Ça t'apporte d'autres choses, ou est-ce que tu te dis un peu tous les matins que ta place serait peut-être probablement ailleurs au milieu des montagnes? Je pense que j'aime bien avoir deux vies. Je pars souvent en montagne, très souvent même, dans la nature. Mais j'aime beaucoup revenir à Paris. C'est la ville qui me faisait rêver quand j'étais petite. Je regardais par la fenêtre à Mulhouse chez mes parents et
Je regardais les lumières au loin et je me disais que je m'enfuirais presque. Je l'imaginais, mais je me disais que je m'enfuirais un jour et que j'aurais une vie, une grande vie en fait. Et j'aime beaucoup revenir dans le bruit et j'aime beaucoup repartir dans le silence aussi. Oui. On va parler un peu plus des courses désormais. Qu'est-ce qu'il faut pour toi pour qu'une course elle soit réussie ? C'est quoi les indispensables ingrédients de ça ? Des amis avec qui j'y vais, avec qui je peux trinquer la veille au soir et faire des plans sur la comète et se réjouir ensemble, prendre la ligne de départ ensemble aussi. Des beaux paysages, savoir que je vais voir des belles choses et évidemment avoir confiance dans l'entraînement que j'ai eu pour me préparer à cette course et me sentir prête, sentir que le corps a envie d'y aller et que ça va être grandiose. La ligne d'arrivée, elle est indispensable ? Ouais, la ligne d'arrivée est quand même indispensable. J'ai bâché 2 fois dans ma vie et ça a été très très dur. Comment est-ce que tu définis ton calendrier de course ? C'est quoi les incontournables pour toi dans une année ? Est-ce qu'il faut 1 ou 2 grands défis ? Est-ce qu'il faut 1 ou 2 choses différentes de ce que tu as l'habitude de faire ? Comment est-ce que tout ça, cette petite musique se met en place ? Alors en général, je détermine l'année précédente. D'ailleurs, là, je suis en train de le faire pour l'année suivante, mais c'est un chouette moment ça, quand on est en train de fantasmer un peu toutes les courses, d'équilibrer, de placer au bon endroit les bonnes choses. C'est ça, c'est comme si on attendait Noël, là. Je suis en train de faire ma liste de cadeaux. Et oui, je définis un gros objectif et après les courses autour pour arriver à cet objectif-là. Donc là, t'en es où sur l'année prochaine ? Je me suis inscrite avec une dizaine d'amis et on a eu le tirage au sort, ce qui est totalement improbable, aux 120 km du Lavaredo. Génial. Donc, vous l'avez tous eu ? On l'a tous eu. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont donné à tout le monde. On peut se poser la question. mais on est 10 et on a tous eu le tirage au sort. Et donc ça, c'est le 120 km fin juin et je vais faire des courses préparatoires pour y aller. Et après, je sais pas, c'est le bonus tout l'été et l'hiver. C'est tout ce que je peux prendre. Après, je prends. Est-ce que tu peux nous parler d'une semaine type d'entraînement ? Alors, il y a des variations selon que tu es en période de préparation intense ou non, mais ça vient se placer à quel moment entre ton travail, tes enfants ? Je suis pas très organisée. En fait, j'ai pas de planning parce que le problème, c'est qu'avec mon boulot, ça bouge tout le temps. Je pars en tournage. Toujours avec des baskets dans ton sac ? Toujours. Les baskets sont toujours effectivement dans ma valise quand je pars. Quand j'ai les enfants, c'est compliqué le matin d'aller courir à 5h du matin. Je peux pas trop les laisser. Donc en fait, dès que j'ai un moment, je bondis sur le moment et j'y vais. En général, j'essaye de placer quand même 3 séances dans la semaine, avec une séance de fractionné, quoi qu'il arrive, où que je sois. Après, si je pars en montagne, comme la semaine prochaine, là, ça va être un bloc de séances tous les jours, pendant 4-5 jours. Voilà, ça dépend. On s'était croisés complètement par hasard il y a, je pense, 6 mois à Fontainebleau. C'est la première fois que j'y allais. Ou est-ce que tu vas chercher, toi, du dénivelé, des terrains un peu plus favorables à la préparation des rendez-vous montagnards et des trails qui sont plus compliqués à préparer pour nous, franciliens ? Alors, tout à fait. Fontainebleau, ça, c'est chouette. En plus, j'y emmène mes enfants. Parfois, le week-end, je leur dis, là, on va à Fontainebleau. Donc, ça me permet de faire une partie des 25 bosses, pas tout quand même avec eux, mais voilà, ça me permet de m'entraîner. Et sinon, j'ai un combo que j'aime bien. Je l'ai fait ce matin d'ailleurs. Je pars faire les buttes de Chaumont. Je tourne comme un hamster. Je monte, je descends, je monte, je descends. Quand j'en ai marre, je trace et je pars à Montmartre. Et je rejoins Montmartre et je fais les marches. Je monte, je descends, je monte, je descends. Et quand j'en ai marre, je refais une boucle et je reviens. Et voilà, ça me fait du dénivelé un peu différent et sympa. On a les mêmes circuits, je pense. Merci beaucoup Emma. On va maintenant passer à notre rubrique qui était anciennement la basket chinoise, qui est aujourd'hui plus proche d'un questionnaire de Proust. On va aller continuer à explorer, à mieux te connaître. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment qui a changé ta vie pour toujours ? Forcément, c'est la naissance de mes enfants. Je pense que tous ceux qui ont des enfants savent que ce n'est plus jamais comme avant. Déjà, outre que c'est les petits garçons les plus géniaux du monde. Ils adorent la nature, ils sont très sauvages, ils aiment bien que je les emmène dans des endroits totalement reculés, en montagne. On est partis à l'aventure en road trip dans les Dolomites cet été, ils ont été super.
Depuis leur naissance, j'ai peur que pour eux. Et donc, j'ai plus jamais peur pour moi. Ce qui est très bien, enfin très rassurant parce que du coup, je peux faire tout ce que je veux sans avoir peur. Et t'as pas peur justement qu'il t'arrive quelque chose Si, ça c'est le corollaire, oui. Ouais. Donc ça rejoint, c'était une autre de mes questions de ce questionnaire de Proust, c'était ta plus grande peur, c'est en lien aussi avec les enfants. Alors, c'est qu'il arrive quelque chose aux enfants, pas à moi. Par contre, je pourrais avoir une peur qui parfois était... j'ai déjà fait des cauchemars là-dessus, c'est qu'il arrive quelque chose à mes jambes. J'ai déjà rêvé qu'on me coupait les jambes, par exemple. C'est un truc horrible. C'est horrible. Oui, mais je pense que c'est parce que mon cerveau a intégré que c'était tellement indispensable à mon existence que c'était certainement la chose la plus précieuse pour moi, oui. Rien à voir avec tout ça, mais ta vision du bonheur parfait, donc avoir tes deux jambes, ça c'est sûr. Un chalet à Valorcine, avec une vue sur le massif des Aiguilles Rouges. Mes enfants dans le jardin et un petit verre sur la terrasse. Et un podcast de course épique dans les oreilles. Exactement. Tu ne l'as pas dit, mais... Je le pense fortement. Pour le dire. Merci Emma. On va parler maintenant de ta course épique, la CCC. Je vais en planter brièvement le décor. Donc c'est une course qui plante son décor au cœur de la semaine de l'UTMB. Les 3 lettres CCC signifient littéralement Courmayeur, Champais, Chamonix, le nom des 3 villes respectivement italiennes, suisses et françaises que relie cette course de 100 km et 6100 mètres de dénivelé positif qui emprunte en grande partie le sentier international de grande randonnée du Tour du Mont Blanc. Le départ au centre de Courmayeur est empreint d'une ambiance dont les Italiens ont le secret et c'est également un moment forcément chargé d'émotions au son de la musique de Vangelis. Ça marche à tous les coups ça quand même, qu'on soit spectateur ou dans le sas de départ, les frissons garantis. Oui, c'est énorme ce moment-là. Oui. Les premiers kilomètres de la course conduisent rapidement à plus de 2500 mètres d'altitude, un exceptionnel panorama face au Mont Blanc et au Grand Jorasses. Le passage au Grand Col Ferret marque l'entrée de la course en Suisse, où les coureurs sont amenés à goûter au chaleureux accueil des bénévoles de la Foulie, de Champais et de Trian. Déjà en France, mais si proche de la Suisse, Valorcine offre ensuite ses charmes avant que les coureurs ne découvrent au terme d'une dernière et impitoyable montée le vallon des Chaiseries, je ne sais pas si je le prononce bien, avec une vue somptueuse sur le Mont Blanc. Il est alors temps de rejoindre enfin, si tout s'est bien passé, l'arche d'arrivée en plein cœur de Chamonix. La CCC réunit chaque année à la fin du mois d'août donc 1900 coureurs qui doivent parcourir ces 100 km dans un délai maximum de 26 heures et 30 minutes. Figure à son palmarès des athlètes de renom, chez les féminines Mimi Kotka, Caroline Chavreau ou encore Blandine Lirondelle plus récemment. Et chez les garçons, Xavier Thévenard, Zach Miller, je t'ai vu en photo avec lui d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ah oui, Zach Miller, j'adore. Tom Evans ou encore Thibaut Garivier pour ne citer que quelques noms. Voilà, ça vous pose une course. Avant de parler de cette course, c'est un moment redoutable de l'épisode, c'est la question qui pique de course épique. Aïe, je croyais que tu l'avais oublié, avec un peu de chance. Elle est marquée en gros, elle clignote sur mon écran. J'avais eu le plaisir de recevoir il y a bien longtemps Johan Stuck dans l'épisode 15 de ce podcast. C'était un bébé podcast encore. C'était consacré à la CCC et je pense que ça avait été une de mes questions qui piquent les plus fameuses et sûrement l'une des plus fumeuses puisqu'elle a bien concerné le terme et l'acronyme CCC, mais en l'occurrence il ne s'agissait pas de la course mais du chili con carne. Donc je me suis senti obligé de repousser les limites et de faire encore pire avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Donc j'ai eu le choix entre différents acronymes. Convention citoyenne pour le climat, le club des croqueurs de chocolat qui existe réellement, je vous laisse vérifier sur Wikipédia, ou encore la Coupe des clubs champions qui est l'ancien nom de la Ligue des champions. Mais comme tu travailles dans l'audiovisuel, mon choix s'est naturellement porté vers une 4e option, l'émission de télé Combien ça coûte, dite elle aussi CCC, une émission de TF1 animée par Jean-Pierre Pernaut qui a été diffusée entre 91 et 2010. Ma question qui pique va donc concerner l'animateur de cette émission de légende, Jean-Pierre Pernaut. Il a été champion de France d'un sport. Ouais, c'est vraiment honteux. Je suis désolé. Je m'attendais pas du tout. Ouais. En plus, tu avais commencé avec Zach Miller, donc je me suis dit, ça y est, il m'a emmené Zach Miller dans le salon. Mais exactement, il sonne à l'interphone là, tout à l'heure, mais c'est pour plaît, la fin, oui. Il arrive que à la fin. Et donc voilà, donc Jean-Pierre Pernaut, il a été champion de France dans un sport, figure-toi, 3 années quand même. Ouais. Est-ce que tu saurais me dire quel sport ? Ping-pong ? Non. Il n'y a pas vraiment de raison ou d'indice à te donner. Voilà, c'est du hockey sur gazon. Est-ce qu'on s'en fout complètement ? Mais voilà, c'est une question qui pique, j'avais dit, et je peux encore repousser les limites. Donc voilà, personne ne le savait, mais Jean-Pierre Pernaut a été 3 fois champion de France de hockey avec son club qui était le Amiens Sporting Club. Donc, je ne sais pas si tu peux trouver une question qui pique aussi. Ouais, aussi douteuse, mais je rechercherai avec peut-être le club des croqueurs de chocolat la prochaine fois. Ok, ça marche. Voilà, donc Jean-Pierre Pernaut, champion de France de hockey sur gazon. Bravo Jean-Pierre Pernaut.
Il est le temps de cesser ces questions qui piquent un peu Bien. douteuses et s'essayer à l'immersion dans ta course épique. Je le vois sur ton poignet. Il y en a deux, mais il y a un premier bracelet qui est le bracelet de l'OCC, qui date de 2019. Est-ce que tu peux nous parler du lien qui te lie plus particulièrement à Chamonix, puis de cette expérience-là sur l'OCC en 2019? Alors, 2018, justement, après mon premier trail, j'ai demandé à une amie où est-ce que je pourrais aller l'été 2018 pour faire de la montagne. Et elle m'a dit, mais tu vas où tu veux. Prends une ville, enfin un endroit où tu rêves d'aller depuis des années. Tu fais ta valise, tu prends tes baskets et tu y vas. Et je me suis dit que ça faisait des années que j'entendais parler de Chamonix, capitale de l'alpinisme, et j'y avais jamais mis les pieds. Et j'ai débarqué en été 2018 et je suis tombée complètement raide dingue de cette vallée, mais vraiment raide dingue. Et je suis rentrée et je me suis un peu renseignée et je me suis dit qu'il fallait que j'accumule les points en fait pour prétendre au tirage au sort de l'OCC et je l'ai eu. Et août 2019, j'étais au départ de l'OCC. Comment s'est passée la course que tu as finie? Très bien, j'ai expérimenté donc la distance du 50 et quelques avec 3000 mètres de dénivelé, ce que j'avais jamais tenté. Et j'ai expérimenté aussi ce qu'on appelle la résurrection des corps en trail. C'est-à-dire quand tu crois que c'est fini, que toutes les lumières se sont éteintes à tous les étages et que en fait, col des montées, je m'apprêtais à me dire que j'allais bâcher, en fait, que j'avais plus une once d'énergie dans le corps. Et là, tout s'est rallumé, comme on rallume un interrupteur. Et mon corps est reparti. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me souviens l'avoir remercié pendant des minutes entières. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que c'était formidable ce qu'il était en train de m'offrir comme cadeau. Et j'ai connu ma première ligne d'arrivée à Chamonix. Et je m'en suis jamais remise depuis, ouais. T'as une idée de ce qui a pu réenclencher comme ça la machine? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, explicable? Je pense que ça arrive souvent sur ces distances-là, en fait, de passer par des phases. Tu sais, il y a cette fameuse phrase qu'on se répète tous en ultra qui est ça va revenir. Et ça revient toujours, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a plusieurs vies, les trailers. C'est comme les chats. On en a plus que 9, je pense. Et d'assister, en fait, chaque fois à cette résurrection des corps, c'est quelque chose de très exaltant. Parce que tu te dis que même quand tu mets tous les curseurs dans le rouge et que le tableau de bord est en train de vibrer et que ton cerveau te dit alerte rouge, tu vas mourir, et ben en fait, il y a une autre vie. C'est comme la jauge d'essence de ta voiture quand elle t'indique qu'il faut mettre de l'essence. Tu sais que tu as encore en fait du temps. Ben là, tu as toujours du temps et c'est une jauge miraculeuse. Ça me plaît bien, Résurrection des corps. Je trouve que c'est plus joli que Second souffle. C'est plus complet. Ton choix se porte ensuite dès 2020 vers la CCC, qui est la grande sœur de l'OCC. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'était l'étape naturelle? Est-ce que tu avais envie d'aller sur cette distance-là? Tu aurais pu aller ailleurs ou il y avait vraiment une raison particulière pour que ce soit la CCC? Ah, déjà, je voulais revenir à Chamonix et sur le tracé en fait, de l'OCC qui m'avait tellement plu. J'adore cet endroit en fait à Champey, à monter à tête au vent, la Flégère. Mon endroit préféré en fait, un de mes endroits préférés au monde, c'est le petit balcon sud qui descend de la Flégère pour arriver à Chamonix. Et donc je voulais refaire ce parcours, mais je voulais faire plus de distance. Et du coup, je voulais connaître ce qu'il y avait avant l'OCC, donc la CCC. Et je m'étais dit, 2019, je la fais en août 2020. Et ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Est-ce que tu peux nous parler des désagréments que tu as connus et que la situation générale a eu pour conséquence en 2020 et 2021? Alors déjà, il y a eu le Covid, comme tout le monde le sait. Début 2020, il y a eu l'arrêt des courses. La dernière course que j'ai faite, c'était 2 semaines avant le confinement. C'était l'Ultra Trail du Mont Ventoux, un 75, pardon. Et 15 jours après, tout était cadenassé partout. C'était horrible. Moi qui ai besoin du mouvement pour même penser, ne serait-ce que penser, j'active en fait ma pensée, mon cerveau en bougeant en fait. C'est une sorte de mécanisme comme une dynamo, tu sais. Et pour moi, l'arrêt du corps, c'est l'arrêt du vivant.
Donc là, en fait, on mettait tout le monde à l'arrêt. Et je pense qu'il y a eu 2 sortes de personnes à ce moment-là. Ceux pour qui l'arrêt était un confort et ils se régénéraient en fait en étant statique. Et les autres dont je faisais partie, où l'arrêt du corps était absolument sinistre et signifiait l'arrêt de tout. Et j'ai été profondément malheureuse. Je me suis cassé plein d'os cette année-là. Je me suis cassé un petit os du bras chez moi en faisant du bricolage. Vu que je pouvais rien faire, j'ai fait des conneries. Et je me suis cassé un os pour la première fois de ma vie. C'était pas très grave, ça n'a pas duré très longtemps et de toute façon, il se passait rien. Donc voilà. Et ensuite, l'été, quand c'était un peu reparti, je suis allée dans les Vosges et j'ai fait du VTT et je me suis brisé la clavicule et 2 côtes. Donc voilà, mon été était fini. Je me souviens d'ailleurs avoir dit à l'hôpital, la première chose que j'ai demandé, c'est est-ce que j'allais pouvoir recourir très vite. Et l'interne était atterré par ma question. Il m'a dit, vous n'arrivez même pas à vous tenir debout pour passer la radio. Je voyais dans ses yeux qu'il me trouvait complètement stupide. Mais j'avais en tête la CCC, pourtant. Et quelques semaines après, en fait, ça a été annoncé qu'elle n'aurait pas lieu. Est-ce que toi, tu te traînes là ce moment de douloureux et d'être un peu sur une réserve contrainte? Est-ce que c'est quelque chose qui t'obsède ou c'est des choses dont tu arrives à t'extraire relativement vite et aller chercher ailleurs d'autres projections, d'autres motivations? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu te traînes au quotidien jusqu'à ce que ça se résorbe? Le fait d'avoir été à l'arrêt pendant de si longs mois, ça m'a quand même atteint. Hein. J'étais dans une sorte de... comme un requin-tigre que tu mets à l'arrêt, si tu veux. Il se cogne de tous les côtés. D'ailleurs, je reste persuadée que mon corps s'est brisé les os par inertie et par impatience. Mais je suis passée outre quand même, parce que heureusement, le monde a repris son cours, les courses ont repris, on a pu courir plus que juste 10 km à la ronde, on a pu revoyager et voilà, tout est redevenu beaucoup plus fluide. Est-ce que ta motivation, elle a évolué dans les mêmes proportions que le temps d'attente qui était requis avant de pouvoir renouer avec un dossard? Est-ce qu'elle était... Alors déjà, avant, j'avais effectivement un appétit assez monstrueux pour faire plein de choses tout le temps, en même temps. Mais là, effectivement, ça a aiguisé mon appétit, oui. On va maintenant parler de l'année 2022. Avant de nous consacrer à la CCC, il y a une course qui était importante, symbolique, en tout cas, voilà, qu'elle était très attachée, qui est le Lavaredo, qui se tient dans les Dolomites. Donc, tu as expliqué le lien avec ton papa tout à l'heure et voilà, le lien qui te lie à ces terres. La course, elle ne s'est pas passée comme tu l'imaginais. Tu parlais de 2 abandons tout à l'heure dans ton parcours de sportif. Ça a été le cas notamment sur ce Lavaredo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé concrètement pour toi sur la course et puis derrière les conséquences que ça a pu avoir sur ta confiance, ton envie pour la suite? Alors, j'avais jamais eu de problèmes intestinaux, d'estomac, de digestion sur aucune de mes courses jusque-là. Et il se trouve que je pense que j'ai mal géré la chaleur, mais où j'ai pas assez bu, en tout cas, au 17e kilomètre. C'est très tôt sur une course de 80 km. Au 17e, j'ai commencé à avoir des nausées, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie. Je me suis dit, ça va passer, c'est pas grave. Impossible de manger quoi que ce soit. Et au bout de, je sais pas, je pense que c'était à peu près au 30e, je vomissais tout ce que je buvais. Ça a été très très long. Je pense que j'ai paniqué aussi parce que dans la méconnaissance de ces troubles-là, j'avais jamais eu avant ce genre de problème. Je n'ai pas su quoi faire. Alors que après coup, maintenant je saurais qu'il faut que je m'arrête, que je boive un peu de soupe, que j'attende, etc. Mais là, j'ai paniqué et surtout, j'ai foncé, en fait. Je me disais, je mange pas, bon, c'est pas grave. Je bois pas, bon, là, c'est grave. Mais peut-être que j'arriverai quand même à m'en sortir. Et en fait, au 48e kilomètre, j'étais arrêtée par des bénévoles qui m'ont vu arriver près d'un torrent. En fait, ils étaient là pour nous aider à passer. Et je pense qu'ils ont vu ma tête et ils ont vu surtout que j'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. Et ils m'ont demandé de me mettre de côté, le temps de venir me voir. Et après, ils m'ont dit, écoutez, en fait, vous allez pas bien.
il faut arrêter. Et tu savais qu'ils allaient te dire ça? En fait, je l'espérais. J'arrivais pas à prendre la décision moi-même. Ça faisait des heures que j'errais sur le sentier. Ma mère m'a dit après coup que je lui avais envoyé des messages qui n'avaient ni queue ni tête, qu'elle s'inquiétait. Je pense que j'avais plus bu depuis au moins 2 heures. En tout cas, je retenais pas l'eau que je buvais. Donc oui, il était temps que je m'arrête. Après, je pensais pas en arriver là. Je m'étais dit que j'allais aller au moins jusqu'au 50e au ravito et me poser un peu au ravito, mais j'y suis jamais arrivée en fait et je suis redescendue avec les bénévoles. C'est une décision que t'as acceptée à ce moment-là? Sur le coup, je pouvais pas en fait. J'avais plus assez de lucidité pour comprendre la décision et même en percevoir toutes les conséquences. Mais je me souviens que je pleurais sur le sentier de retour quand il me descendait parce que je croisais en fait les autres coureurs qui me disaient ciao, va bene, ciao. Et en fait, je comprenais qu'ils me disaient au revoir et que je disais au revoir à la course aussi. Et je les voyais partir eux en haut et moi je descendais. Et je comprenais que c'était fini. Et au fur et à mesure que je descendais, je pleurais de plus en plus fort. Et c'est là où j'ai compris, oui, que j'étais en train d'abandonner. Cet abandon, est-ce qu'il a créé du doute ou est-ce qu'il pourrait faire d'intensifier l'absolue nécessité d'accomplir ce projet de CCC? Je me suis dit après coup que les choses comme ça arrive et que la vie est faite de, comme on dit, shit happen. Shit happens. Et en fait, ouais, c'est comme ça, mais c'était une blessure quand même. Et c'était très, très dur pour moi de renoncer à cette course. Et surtout, ça mettait un petit clignotant rouge dans la tête en me disant, et si j'ai des nausées de nouveau sur la CCC? Et si les troubles de l'estomac reprennent, qu'est-ce que je fais en fait? Donc ça a mis du doute et ça a augmenté ma détermination aussi. Et je pense que du coup, j'ai tout mis, j'ai fait tapis sur la CCC à ce moment-là, ouais. Comment sont passés ensuite les 2 mois suivants et le bouclage de ta préparation? Comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Il y a eu notamment un repérage sur le parcours de la CCC, entre autres. Exactement. Déjà, je suis repartie dans les Dolomites voir les Trecime que j'avais pas réussi à voir parce que j'étais jamais arrivée au 50e kilomètre. Donc j'ai emmené mes enfants, on y allait. J'ai exorcisé le moment là-bas. Je suis redescendue et je suis repartie début août faire la Rocco toute seule de la CCC. Je l'ai fait en 2 jours avec une étape au-dessus de Champais. Et j'ai vécu ma meilleure vie ces 2 jours-là. J'ai cru que j'allais jamais rentrer. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie que je veux. C'est partir sur les sentiers avec un sac à dos et ne plus jamais revenir. Ta lettre de démission était prête? Alors bon, malheureusement, le concret me rattrape. Et surtout, au bout de 100 bornes, tu as quand même envie de te dire, oui, mais je vais peut-être pas continuer comme ça trop longtemps. Tu en as quand même plein les pieds. Mais la Rocco, c'était super bien passé. J'ai adoré tous les paysages et j'avais qu'une envie, c'était en fait de retrouver les paysages. Et j'avais hâte de la CCC pour retrouver en fait tous ces instants que j'avais laissés sur le tracé. Ouais. Ton assistance, elle a été gérée par quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime bien chez Course Épique, Leslie, que j'avais reçu dans l'épisode numéro 60, qui était consacré à ses UTMB 2019, qui ne s'est pas très bien passé puisqu'elle a été stoppée à la Flégère à 7 km de son Graal. Et puis 2021 qui s'est soldé bien plus positivement avec une ligne d'arrivée qu'elle a réussi à franchir. Ça a été un choix évident pour toi? C'était déjà une amie, vous connaissiez bien par la pratique du trail? Alors, pour établir la vérité, c'est elle qui m'a choisie. C'est-à-dire qu'elle, en fait, c'est une amie d'une amie. Donc on se connaît, mais on ne se connaissait pas bien. Par contre, je connais très bien sa meilleure amie, qui est une super pote à moi. Et en fait, c'est Leslie qui m'a joint et après le Lavaredo et qui m'a dit, si tu veux, je fais ton assistance. Et je pense qu'elle avait perçu en moi le côté un peu extrême qu'on partage toutes les deux, parce que c'est une fille qui est vraiment un peu comme ça. Il joue son va-tout toutes les semaines sur plein de choses et qui adore en fait se mettre en danger. Et on vit de façon intense toutes les deux, donc on s'est reconnus. Je pense qu'elle s'est dit que ça serait marrant de faire mon assistance. Et elle a attendu quand même que je fasse la Rocco,
Elle m'avait dit, fais la reco, si tu réussis ta reco et que tu rentres en étant en forme, c'est une bonne indication pour la CCC. Et quand je lui ai dit, c'est bien, je fais la reco, nickel, je me sens bien, elle m'a dit, ok, c'est bon, j'arrive. Est-ce que tu as le souvenir d'une chose, un conseil qu'elle ait pu partager peut-être avec toi en amont? Alors, il y a une phrase qu'elle m'a dite avant et qu'elle m'a répétée ensuite pendant la course, c'est ça va être dur, bats-toi. Et elle a senti que ça allait pas être une partie de plaisir, elle le savait, elle a fait l'UTMB. Donc, c'est bon quand tu es dans la difficulté, dans la souffrance très aiguë, de te dire que c'est normal, de ramener ça à la normalité. Parce que quand tu te dis ce que je traverse comme souffrance, c'est tout à fait normal et ça va s'arrêter. Et ça va aller mieux, avant de revenir évidemment, mais ça va aller mieux. Il suffit de se battre. Ça rend en fait cette souffrance-là beaucoup plus acceptable et ça la relègue à juste une notion de douleur. Voilà, tu l'éloignes de toi. Et ça, c'est quelque chose que je me répète souvent en course. C'est normal, en fait, t'es venu pour ça. C'est ce que tu aimes et t'es là pour ça. Je pose souvent la question à mes invités à ce moment-là de l'épisode de leurs objectifs sur la course. Toi, il est très particulier, assez radical aussi. Il s'agit de finir, certes, mais ça va bien plus loin que ça. Est-ce que tu pourrais expliquer pour toi quelle est la symbolique et le sens de cette CCC pour toi? Je me souviens de la ligne de départ, j'étais très sereine. En fait, alors que c'était un enjeu très important pour moi. Et j'étais sereine à ce moment-là parce que j'avais passé un contrat avec moi-même. Et ce contrat-là, du coup, me rassurait beaucoup. C'est que je m'étais promis que j'abandonnerais pas, quitte à subir les pires souffrances. Et quasi, mais ça, je l'ai verbalisé que auprès de Leslie, quasi à ne pas revenir. C'est-à-dire que pour moi, c'est difficile à expliquer, hein, mais c'est surtout que je suis coureur de peloton. Je veux dire, je ne suis pas professionnelle, je suis coureur amateur, donc ça peut paraître totalement démesuré, mais c'était si important pour moi que j'étais prête à ne pas revenir, on va le dire comme ça. Enfin, pas redescendre de la montagne tant que j'aurais pas fini cette course. J'étais prête à tout. Et il y a quelque chose qui m'avait vraiment rassurée, auquel je pensais aussi sur la ligne de départ, c'était à Sissi Cusso, qui, je crois que c'était sur la Diag, avait couru 50 bornes avec un péroné fracturé. Ouais, même plus, je crois, 80. 80. Et en fait, je n'ai pas arrêté de penser à elle. Et je me suis dit, c'est possible. Si jamais il m'arrive quelque chose, genre une fracture, je me casse un genou, je peux courir dessus, puisqu'elle l'a fait. Et donc, je trouverai les moyens de le faire. Et j'étais très rassurée de me dire que je pourrais peut-être finir avec un os cassé, mais je finirai. Il y a une de tes amies, Sabrina, qui a eu une référence qui a trouvé particulièrement de sens auprès de toi quelques semaines avant le départ de la course. C'est en lien avec la chèvre de Monsieur Seguin, la nouvelle d'Alphonse Daudet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel sens elle a pour toi et pourquoi c'est tombé si juste ? Parce que la chèvre de Monsieur Seguin, alors pour ceux qui ne connaissent pas, résumé très rapide, c'est Monsieur Seguin, il a plusieurs chèvres, dont une chèvre qui est très désobéissante et qui ne cesse de s'échapper parce qu'elle veut aller en montagne. Et Monsieur Seguin lui dit, je comprends ton besoin de liberté, sauf qu'il y a un loup en montagne et que si je te laisse en fait y aller, tu ne reviendras pas. Et la chèvre est consciente de ce qu'elle risque, mais en fait, l'appel de la montagne est beaucoup, beaucoup trop fort. Et elle arrive à ronger en fait sa corde une nuit et à s'échapper. Évidemment, elle tombe sur le loup. Et là, en fait, pendant toute la nuit, elle se dit, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube, que je vois en fait le soleil se lever. Et elle se bat contre le loup juste pour espérer voir le soleil se lever. Et quand l'aube se lève, elle l'abandonne et elle se fait dévorer. Elle accepte. Elle accepte. C'était le deal. De départ, elle le savait, en fait. Et ma copine Sabrina, qui me connaît très bien, elle sait comment je fonctionne, elle m'avait dit la liberté a un coût. Et tu prends beaucoup de risques, en fait, à vivre de façon aussi intense. Donc, fais attention à toi. Fais attention au loup. Est-ce que ça suscite de l'inquiétude auprès de ton entourage ? Oui, je pense quand même. Mon fils, l'aîné, avant la CCC, m'a dit défonce tout.
Mais ne te tue pas. Mais reviens quand même. Il a dit ne te tue pas. Il avait senti, en fait, je pense à l'investissement psychologique qui m'habitait, je pense, émanait de tout ce que je disais les semaines précédant la course. Et il savait, il connaît sa mère, il savait en fait que j'allais faire ça de façon pas très raisonnable. Mais oui, ils se sont inquiétés, ouais. Ça y est, nous sommes le vendredi 26 août 2022, une date qui a été, je pense, entourée avec un marqueur rouge plus de fois qu'il ne le faut sur ton agenda de l'année. Tu l'as évoqué tout à l'heure, finalement, tu n'as pas été écrasé par l'enjeu, il a sublimé finalement ton envie et ta sérénité. Est-ce que c'est un état qui était rare pour toi sur une ligne de départ ? Ça m'est jamais arrivé. Comme tu l'as dit précédemment, tu as quand même la musique de Vangelis. Tu as cet endroit à Courmayeur où tu es entouré de montagnes à la verticale. Le paysage est absolument sublime. Une sorte de lumière rose au petit matin. Tu as les gens qui sont complètement transportés par l'événement qu'ils vont vivre. Tout le monde est très heureux d'être là. Ça fait 3 ans que j'attends ce moment. J'y pense chaque jour, j'y pense à chaque entraînement. J'y pense parfois en rêvant la nuit. 3 ans d'attente et je suis là et en fait, je me sens hyper sereine. Je sais en fait que je vais pouvoir vivre ce moment, que j'ai le dossard et que je vais pouvoir enfin partir. Ouais. Libérée. 9h, donc le départ de la course est donné. Est-ce que tu peux nous parler des premières heures de course jusqu'à la Foulie ? Comment ça se passe pour toi ? Je retrouve tous les morceaux de souvenirs que j'ai laissés sur les sentiers de la reconnaissance que j'avais fait début août. Je pars avec mon pote Vincent aussi jusqu'à Tête au Vent. Ça, c'est un moment très sympa parce qu'on rigole bien sur la montée. Il y a quand même 1400 de dénivelé dès le début. C'est assez sec, donc c'est bien de rire dans ces moments-là quand même pour faire passer le dénive. On arrive avec un gros orage qui éclate sur nos têtes à Tête au Vent là-haut. Toute la première partie est magique, c'est le Val Ferret, c'est sublime ce morceau italien, c'est incroyable, faut le voir pour le croire tellement c'est beau, c'est une carte postale. Je suis heureuse, je me remémore tous les moments de la reconnaissance, le corps fonctionne bien, la tête va bien, je suis bien. Au Grand Col Ferret, j'ai quand même mon cerveau qui commence à m'envoyer les premiers messages négatifs. En me disant, t'es déjà fatiguée, t'es au 30e. Tu sais, la petite voix intérieure qui commence à dire des choses pas sympas. Je me dis, c'est quand même tôt, quand même, au 30e pour que mon cerveau soit négatif. Ensuite, il y a la longue descente que tout le monde déteste entre la Foulie et Champais, qui est la partie roulante de la course. Mais une partie roulante que tu fais quand t'as déjà 35 bornes et pas mal de dénivelé dans les jambes. Donc, c'est pas si roulant que ça. C'est long et t'as un dernier coup de cul à Champais pour monter à Champais. Les 400 mètres de dénivelé qu'on monte dans la pluie et dans le soir qui commence à venir. Avec les cloches au loin, mais ça suffit pas. Ça reste exigeant. Oui. Est-ce que tu es préoccupée à l'idée de passer une première nuit dehors ? C'est la première fois que tu vas vivre ça. Donc là, aux abords de Champais, du début de nuit qui se profile, est-ce que toi, tu es inquiète ? Ça rajoute aux premiers signaux peut-être de préoccupation que tu as eu, ou c'est paradoxalement un truc qui t'excite et que tu as envie de vivre ? C'est après, c'est après que l'inquiétude vient. Je suis impatiente au moment de rentrer au ravito de Champais. Déjà, je retrouve Leslie. Je sais que c'est l'étape du milieu, en fait. C'est la moitié de la course. J'ai fait toute la journée, il me reste à faire toute la nuit. Et je suis encore très inconsciente, comme d'habitude. En fait, je prends les choses vraiment à l'instant. Mais je sais que je suis entamée. Quand j'arrive à Champais, c'est très humide à l'extérieur. Il commence à pleuvoir et la fraîcheur de la nuit commence à tomber. Et tu te prends une bouffée en fait de chaleur quand tu arrives à l'intérieur du ravito. Un bruit énorme parce que le ravito est énorme. Tu as des tables et du monde partout. J'ai Leslie qui vient me chercher, qui me tire par le bras. Et soudain, je me rends compte que non seulement j'ai pas faim, il faudrait manger, mais que je vais pas pouvoir manger. Et là, l'inquiétude me tombe dessus parce que je sais que, je me souviens du Lavaredo, je sais que si je mange pas,
C'est très inquiétant en fait, il faut que j'arrive à manger. Je dis rien à Leslie, elle va me chercher du pain et du fromage que je mets dans la bouche et que j'arrive pas à avaler. Je fais genre je mange, je lui mens. Et elle a très bien vu probablement. Elle l'a vu parce qu'elle n'est pas née de la dernière pluie. Elle va me chercher une soupe et j'essaye d'avaler quelque chose. Elle m'a aussi emmené de la bière sans alcool que je lui ai demandé. Parce que c'est le petit plaisir quand tu as avalé de l'eau de tes flasques toute la journée. Les flasques, c'est horrible. Le goût de l'eau au bout de la journée, c'est vraiment affreux. On a envie de boire autre chose. Donc, je bois une bière sans alcool, je bois de la soupe. Et c'est important pour toi de donner l'illusion que tout va bien? J'ai toujours été comme ça. En fait, ça me rassure. Je déteste voir l'angoisse dans les yeux des gens. Je suis plus inquiétée par ce qui me renvoie eux que par ma propre inquiétude. Et ça a un effet sur toi? Est-ce que ça te persuade aussi? Oui. Que ça va? Oui, certainement. Enfin, Leslie, elle l'a vu que j'ai recraché mes bouts de pain et de fromage. Hein. Mais je me dis que c'est pas grave, je mangerai plus tard. Et que de toute façon, ça allait être la nuit. Donc, j'aurais pas chaud non plus. Que la nuit allait me porter et que tout allait bien se passer. On se dit au revoir sur le chemin près du lac de Champais, dans la nuit. Tu lui fais une promesse? On se serre dans les bras et je lui dis Leslie, je serai à l'aube à Valorcine. Je te promets que je serai là. Et je la serre dans les bras comme si je devais plus jamais la revoir, en fait. Je fais cette promesse-là, mais je me dis que peut-être je vais disparaître dans la nuit. Presque je m'en fiche à ce moment-là, pourvu que je remonte en montagne et on verra ce qui va se passer. Et c'est là où elle me dit justement Emma, c'est cette nuit, ça va être dur, c'est normal, bats-toi. Ces pensées-là, tu penses qu'elles sont amplifiées par ta fatigue? Puis voilà, elles ont presque déjà un côté un peu mystique de repartir dans les montagnes et puis advienne que pourra. Est-ce que c'est aussi lié à ta fatigue ou est-ce que c'est des choses qui pourraient te venir à l'esprit naturellement, ta façon de vivre passionnément? Je pense que tout est en fait entremêlé, mais j'avais complètement sous-estimé ce que c'était de repartir direct après une journée à 55 km et 3000 de dénivelé. Pour moi, je pouvais souffrir que sur une deuxième nuit de trail, jamais sur une première. C'était pas possible. La nuit blanche, une nuit blanche, c'était tout à fait faisable. Et j'avais tout prévu. Les maux d'estomac, la fatigue musculaire, le manque d'envie, peut-être qui pourrait me gagner quand le cerveau allait commencer ses messages toxiques. Mais jamais j'avais prévu que je serais fatiguée et que je tomberais de fatigue. On n'en a pas du tout parlé, la barrière horaire, ça a été un sujet jusqu'à maintenant? J'étais toujours à 1h30, 2h de la barrière horaire. Donc je savais que normalement ça passait. La perspective d'un enchaînement de 3 boss au surnom enfantin, mais qui n'ont rien d'un jeu d'enfant, se profile. Est-ce que c'est un passage que tu appréhendes? Et puis est-ce qu'au passage, tu peux me donner le surnom de ces 3 boss que j'ai découvert avec toi? Alors j'ai appris qu'elle s'appelait Pim Pam Poum. Ce que tu peux physiquement totalement ressentir quand tu les passes. Pim Pam Poum. Surtout le poum dans ta face à tête au vent que tu ressens très fortement. Donc ces 3 bosses, c'est Bovine, ensuite c'est la verticale d'Etsep qui porte bien son nom, et ensuite c'est la fameuse tête au vent qui a un mur en fait devant toi. J'entame Bovine donc la première partie de la nuit et c'est là où la fatigue me tombe dessus de façon totalement inattendue. Là, je me dis, mais c'est pas possible, tu peux pas être fatiguée juste sur une première nuit quand même. Tout va bien, les jambes vont bien, t'as le mental. C'est pas la fatigue qui peut en fait te ronger. Et en fait, si la fatigue, ça a été vraiment quelque chose de terrible. Quand la fatigue s'abat sur toi et qu'en plus t'es en montée, donc dans un mouvement quand même assez lent, pas du tout énergique, c'est très compliqué à gérer. En fait, j'ai trouvé un moyen. C'est que j'ai fait des micro-siestes. C'est que je me suis dit, surtout ne t'assieds pas. T'asseoir, c'est la mort, surtout sur des cailloux froids au milieu de nulle part. Je me suis arc-boutée sur mes bâtons, debout. Et en fait, quand je vacillais, ça me réveillait. Donc, je faisais des siestes de 45 secondes environ.
Et je me rattrapais avant de me casser la figure juste au dernier moment. Et je repartais. Et j'ai fait ça 4-5 fois de suite sur la montée de Bovine. Et ça marche. Et ça marche. Tu as déposé un brevet depuis pour cette la nano-sieste. Je vais faire des conférences dans le monde entier, Guillaume, sur la nano-sieste. J'ai halluciné. Et en fait, ça m'a complètement reboosté. Déjà, de faire cette découverte. De me dire que le corps, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et je suis arrivée à Bovine victorieuse sur mon sommeil. Et je me suis engouffrée dans le ravitaillement. Et il passait de la musique hyper fort. Il y a une bénévole qui dansait avec un balai. Ils avaient préparé des bassines de café au sucre. Ils m'ont mis énormément de sucre. Ils ont vu ma tête. Je pense qu'ils se sont dit c'est ce que j'en avais besoin. Et je suis repartie infusée au café et ça allait beaucoup mieux. Il y a ensuite la deuxième bosse, l'ETSEP, dont tu as parlé. Tu vas faire des économies de forfait puisque tu vas parler à tes proches, mais sans leur téléphoner finalement. C'est un nouveau concept. C'est ça. Ça t'a aussi, j'en rigole, mais ça a été très bénéfique pour toi aussi. Ça fait que ce passage-là a été plus simple et ça t'a permis de t'évader peut-être et moins voir passer le temps. C'est quelque chose que j'avais encore jamais expérimenté et en même temps, j'avais pas fait de nuit totale. J'avais fait des demi-nuits sur les trails. Je pense que j'étais arrivée certainement à peut-être à un état limite aussi de conscience où ça t'ouvre en fait des possibilités nouvelles, on va dire. Je sais pas comment ça s'est passé, mais j'avais mon portable en fait dans mon gilet de trail et je le voyais s'allumer. Je savais que chaque fois qu'il s'allumait, c'était un proche qui pensait à moi, des amis que je savais qui étaient encore réveillés, ma mère qui était réveillée tout le temps parce qu'elle s'inquiétait énormément pour moi. Et chaque fois qu'il s'allumait, je savais que c'était quelqu'un. J'avais la flemme de prendre mon portable parce que j'avais la flemme de tout. J'étais extrêmement fatiguée. Mais du coup, je commençais à imaginer qui m'écrivait. Et à partir de là, je commençais à entamer des discussions réelles avec ces personnes-là. Et en leur parlant, en fait, je les ai rendues réelles. J'avais l'impression en fait de tisser des liens invisibles avec eux et par la pensée qu'ils soient là. Je les voyais en fait autour de moi avec des espèces de guirlandes et à me tenir compagnie et à me dire de continuer. Et en fait, ça me portait. C'était très chaleureux en fait comme discussion. Parfois, je conviais même des amis qui se connaissaient pas entre eux et qui commençaient à discuter entre eux. Je ne sais pas si j'ai halluciné ou si en fait ma conscience s'est juste ouverte au fait que ces gens-là pensaient tellement à moi et que je pensais tellement à eux que c'est juste quelque chose qui m'a portée. Et tu sais Guillaume, tu peux te dire effectivement que c'était des hallucinations, mais quelques jours après, quand je leur ai dit à peu près à cette heure-là, en fait, j'ai entamé une discussion avec vous, ces gens-là, en fait, l'ont senti et m'ont tous dit, ceux qu'on pensait à moi, on a senti ta présence. Donc je pense qu'il y a eu une sorte de repliement de l'espace-temps à ce moment-là et ça m'a complètement portée. Donc ça a eu un effet réel, en tout cas sur toi, oui. En plus. Oui, j'étais reboostée. Je suis descendue de la verticale d'ETSEP en pleine forme. Tu arrives à Valorcine, tu as tenu ta promesse, tu retrouves Leslie. J'ai envoyé un SMS, je lui ai dit amène le chocolat Leslie, je vais le dégommer, j'ai tellement faim, j'avais faim. Mon corps était reparti, j'étais en pleine forme, je savais qu'une autre course commençait. Et j'étais tellement heureuse de tenir ma promesse et de voir le jour se lever. Là, ton état d'esprit change. Est-ce que dans ta tête, la course est déjà finie et réussie ? Ou tu t'interdis de le penser à ce moment-là ? Si, en fait, je le pense parce que j'ai vaincu la nuit. Et du coup, j'ai vaincu... j'ai tenu jusqu'à l'aube, comme la petite chèvre. Enfin, justement, elle ne tient pas, mais moi, j'ai dépassé l'aube. Et j'ai dépassé cette peur-là d'être mangée par la nuit et de jamais revenir. Et quand je retrouve Leslie, en fait, j'arrive presque victorieuse à Valorcine. Je mange, je rigole, elle me regarde, elle est inquiète et là, elle me dit « Mais Emma, en fait, c'est pas fini. C'est pas fini, t'es à 1h30 de la barrière horaire, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il suffit que ton corps lâche et que t'aies en fait un moment de fragilité dans la montée de tête au vent pour que en fait, ces 1h30 soient avalées
et que tu puisses pas pointer à Flégère. Et soudain, je prends conscience qu'elle a raison. En fait, il me reste un mur à monter. La course n'est pas finie. Mon corps a déjà en fait assimilé 85 km. Et si ça se trouve, il peut me lâcher. C'est pas du tout ce qu'il va faire, puisque tu vas passer en mode Pac-Man. Moi, j'aime bien dire Mario Bros, pour ceux qui ont la ref. Avec le champignon qui t'a fait accélérer. Voilà, quand j'étais petite, je jouais énormément à Mario. Je passais des heures sur les jeux vidéo et en fait, tu sais, tu as un mode en fait où effectivement, quand tu avales une sorte de champignon, tu deviens invincible et tu clignotes. Tu deviens transparent. Il y a une belle petite musique qui s'enclenche aussi au passage. Exactement, que j'entendais. Tu le voyais clignoter par contre? Presque, je me voyais clignoter dans la montée de Tête au Vent. Et en fait, je suis une coureuse très moyenne, mais sur ce segment-là, de Col des Montets jusqu'à Chamonix, plus tard, je verrai dans le classement que j'ai remonté 100 coureurs. Je me sentais en feu. J'étais dans un tel état de rage. Leslie, elle avait appuyé là où il fallait appuyer, c'est-à-dire en me disant « c'est pas fini, tu peux encore bâcher ». Ça m'avait mis dans une rage folle. Et j'étais repartie rageuse. Et cette rage, je l'ai gardée en fait jusqu'à ce que je pointe à Flégère. Et tu la transformes en quelque chose de positif, puisque la rage, c'est pas forcément le cas. Oui, non, la rage, quand je parle de la rage, c'est pas une colère noire, c'est de l'énergie en fait. C'est le corps qui sort en fait des pelletées d'énergie à mettre au feu, ouais. Tu arrives ensuite à la Flégère, qui est un passage que tu apprécies beaucoup plus que Leslie, qui avait laissé beaucoup de mauvais souvenirs en 2019. Et c'est la place ensuite, un passage que tu as évoqué tout à l'heure et que tu aimes particulièrement, le petit balcon sud. Oui. Là, je retrouve l'endroit un des endroits que j'adore le plus au monde et je descends vers la Floria, qui est un endroit que ma mère adore aussi. Et donc, j'appelle ma mère à la Floria. Et quand je lui dis je suis à la Floria, on éclate de sanglots toutes les deux parce qu'on sait que je suis presque arrivée et que je suis chez moi sur ce sentier-là avec les petits aiguilles de pin qui fait que tu as l'impression de courir sur un tapis. Je me sens en feu en fait. J'ai mon corps entier qui flambe et à l'intérieur de moi, je suis hyper calme parce que je réalise que ça y est, je suis au bout de mon rêve que je construis depuis 3 ans. J'ai le corps entier qui fait mal, mais je suis hyper sereine. C'est de la plénitude même? Ouais, c'est au-delà. Je pense que je dépasse quelque chose que moi, j'appelle la part du feu. C'est-à-dire que tu acceptes de laisser des morceaux de toi et pour complètement en fait, te calciner et repartir neuve. Je me sens renaître. C'est quoi les messages là qui te viennent en tête? C'est quoi les phrases? C'est quoi l'esprit dans lequel tu es à ce moment-là? C'est je l'ai fait, c'est bravo, c'est génial. C'est un vertige d'avoir l'impression d'être au bord du monde. Parce qu'en fait, j'avais construit ces 3 années juste sur cet événement et ce moment-là. Et c'est comme si tu te tiens en fait sur une falaise et qu'il n'y a rien d'autre devant. T'es monté tout en haut, mais t'es au bord de ton monde. T'es arrivé à la limite de tout. Et j'étais au dehors de moi, en fait. Je me souviens plus trop, j'étais totalement exaltée. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que tu n'avais pas envie que la course se termine? Je sais que je suis arrivée dans Chamonix bien. J'étais pas cassée. J'aurais pu continuer, je pense, à courir parce que le corps régénère tellement d'antidouleurs et d'endorphines aussi. Je pense que j'étais complètement shootée. Mais oui, j'aurais pu repartir en montagne. J'ai souvent ce sentiment-là, d'ailleurs, dans les courses, quand je redescends, d'avoir un moment de recul et de me dire « Non, mais en fait, je vais remonter. Je vais pas rentrer. » Ma place n'est pas ici. Oui. Don't belong here. Tu boucles les 100 km et 6100 mètres de D+, de cette CCC en 25 heures et 21 minutes. C'est quoi le sentiment au moment de franchir la ligne d'arrivée? Où c'est fait? Qu'est-ce qui prend le dessus? Je retrouve Leslie qui me prend dans ses bras sur la ligne d'arrivée. Du chocolat ou pas? Non, je l'avais mangé entièrement. Je suis contente d'avoir... Je retrouve aussi Nathan, qui est un pote qui m'attendait à l'arrivée, qui a filmé ce moment-là et tout. Je suis très heureuse. Je ne sais pas comment
décrire le bonheur autre que le mot heureuse. C'est c'est le sentiment du contrat accompli, oui. Est-ce qu'il y a un sentiment de vide après un engagement émotionnel aussi fort? Est-ce qu'on se retrouve aussi dans la nostalgie ou dans l'absence de sens maintenant une fois qu'on a réalisé? Non, parce que j'avais tellement peur de ne pas y arriver que le fait d'y être arrivé continue à me remplir. Aujourd'hui, on est quand même en octobre, c'était fin août, enfin on est fin octobre. Ça continue à me rendre pleine tous les jours, rien que le fait de penser à ça. Mais parce que je pense que c'est 3 ans, c'est long quand même pour se projeter sur un événement comme ça. Et du coup, je suis heureuse. Je continue à être heureuse rien que d'y penser. Il y a quoi après le bout de ton monde? Il faut que je trouve d'autres falaises à franchir. Je vais retourner au Lavaredo pour racheter ma malédiction. Et vu que j'ai bâché sur le 80, j'ai pris le 120. Comme ça, on va essayer de faire mieux. Après, c'est forcément une course, en tout cas. C'est une course. Après, c'est le fait de retourner en montagne aussi, le plus souvent possible. D'ici quelques jours, je vais revoir le petit balcon sud et Chamonix et je m'en réjouis. Plus que 48 heures, 17 minutes et 13 secondes avant ton train pour Chamonix. J'ai trop hâte. Non, c'est plein de montagnes. J'ai très envie aussi d'aller en Himalaya. C'est un rêve que j'ai depuis des années, d'aller voir le K2, d'aller au camp de base du K2. Il y a quelques montagnes comme ça qui me fascinent et que j'aimerais voir à l'œil nu. Je reviens à ta CCC. Qu'est-ce que tu penses ont été les clés de ta réussite sur la course? Je pense que c'est mon abandon au Lavaredo qui a fait que j'ai fini la CCC. Parce que j'ai compris ce jour-là que l'abandon était la pire des choses qui pouvaient m'arriver à moi. Je ne parle pas en règle générale et j'aimerais bien savoir abandonner et ne pas en être blessée parce que je trouve que les DNF font partie de notre sport en fait et qu'il faut savoir les intégrer. Et construisent les réussites d'après aussi. C'est vrai. Et là, le fait d'avoir vécu ce que c'est la cruauté d'un abandon et commencer à continuer en fait à creuser en moi et comme un acide, hein, c'était très dur en fait les semaines suivantes c'est là en fait où j'ai fait ce pacte et où je me suis dit je finirai sur les mains s'il faut, mais je n'abandonnerai pas. Et cette détermination, en fait, m'a vraiment portée. Ça a été quoi le plus difficile sur la CCC? Ça a été, je pense, vraiment cette fatigue que j'attendais pas. Tu sais, enfin, on dit souvent que les ultras, c'est de l'imprévu et qu'il faut savoir, en fait, embrasser l'imprévu. Mais on fait quand même une liste des imprévus qui pourraient se passer parce qu'on essaie de prévoir. En fait, j'avais fait toute une liste et c'était pas du tout dans la liste, la fatigue. Donc, c'était un vrai imprévu. Est-ce que cette course, elle a été à la hauteur de tes attentes? On sait que c'est toujours plus difficile de l'être quand ces attentes sont fortes. Ouais, complètement. Cette course, outre les paysages qui sont incroyables et les bénévoles qui sont complètement dingues, tout est magique sur cette course. Outre l'organisation, c'est les lieux qu'on traverse qui sont très beaux, mais en plus, ça m'a transformée. Ouais, ça m'a fait grandir. Je suis une autre personne. Est-ce qu'elle efface complètement les quelques désillusions que tu as pu connaître les années précédentes avec le fait d'avoir dû repousser cette course, le Lavaredo? Est-ce que ça les atténue partiellement? Est-ce qu'elles existent encore et elles sont constitutives de toi et de ton parcours? Ou est-ce que la CCC, cette réussite-là, les satellise complètement? Je pense qu'en fait, j'ai compris que ça avait été un tout. Et que cette construction, en fait, avec les échecs et la patience, même les courses qui avaient été annulées, même en fait, quand le temps s'est figé pour le Covid, tout avait participé en fait à ce que ce moment arrive. Et j'ai compris que parfois, en fait, les choses se développent en silence quand on ne le sait pas, quand on n'en a pas conscience, qu'il faut en fait patienter, que les métamorphoses prennent du temps. Si tu devais réduire cette course à une image et à un seul mot, lequel serait-il?
C'est dur. Hein. Très, très dur, je sais. C'est une image. Celle à laquelle tu penses là maintenant. Ouais, quand je dévale la verticale d'Edsep et que je discute intérieurement avec une amie et que je lui dis que je lui prends ses pioches. C'est une référence à Courtney Dollwater qui parle souvent de sa pain cave, de la caverne de la douleur quand elle arrive à un moment de la course où elle souffre. Elle dit qu'elle sort ses pioches et qu'il faut qu'elle trouve l'issue de la caverne. Et moi, mes pioches étaient déjà bien émoussées et j'ai parlé à une amie qui m'avait dit quand ça ira plus, tu prendras mes pioches. Et la verticale de l'Edsep, j'ai pris les pioches de cette amie et voilà, c'était reparti. Donc ce serait pioche, le mot pour décrire voilà, cette course. C'est très étrange, très très étrange. Emma, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu pourrais en partager un avec nous? Alors, j'en ai plusieurs. C'est forcément des références aux auteurs que j'aime bien. Il y a un auteur que j'adore qui s'appelle John Fante. Dans le livre Demande à la poussière, Ask the Dust, il dit mon conseil est très simple, vivre la vie dans toute sa crudité, la prendre bravement à bras-le-corps et l'attaquer à poings nus. Voilà, c'est très beau. Ça serait ma phrase avec laquelle je vis. Ça représente bien ton caractère, en tout cas, qu'on a pu mesurer lors de nos échanges. Merci beaucoup, Emma. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi cette CCC dont on a compris combien elle était centrale, fondamentale et structurante, bref, essentielle, pas uniquement dans ta vie sportive, mais dans ta vie au sens bien plus large que ça. Merci également d'avoir partagé avec nous cette passion sans concession pour la course à pied. C'est une belle source d'inspiration pour nous tous. Le mot est galvaudé, mais ça l'est. Et puis, voilà, pour partager cette même passion, je peux aisément comprendre l'accomplissement qu'elle te procure, même si chacun y trouve ses propres choses, ses propres réponses. Je suis également très heureux et soulagé, disons-le, que tu aies pu tenir jusqu'à l'aube ce matin d'août du côté de Chamonix. Sinon, on n'aurait pas pu faire cette interview déjà, tout simplement. Heureusement, je suis rentrée. Merci, Guillaume. Il me reste à te souhaiter beaucoup de bonheur, en tout cas, pour tes futurs défis. Ils seront nombreux à l'évidence. Voilà, je te souhaite de t'accomplir dans toutes les sphères de ta vie. À toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.